On remonte le temps ce matin aux origines, aux racines du conflit israélo-palestinien, car si nous avons l'habitude d'entendre dire que la guerre actuelle qui dure depuis 75 ans maintenant commence en 1948 avec la naissance, la création de l'État juif d'Israël, toute la période en amont à cheval sur le 19e et la première moitié du 20e siècle est finalement tout aussi importante à comprendre. C'est d'ailleurs cette partie-là de l'histoire qui fera l'objet d'une conférence cet après-midi dans les locaux de l'UTG à Cayenne, conférence organisée par le collectif Free Palestine et donnée par notre invitée de ce matin, Linda Amiri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Guyane. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Cette histoire, Linda Amiri, l'histoire du conflit israélo-palestinien ne peut être qu'une histoire du temps long finalement. C'est impossible de comprendre ce qui se passe en ce moment et toute l'évolution du conflit depuis, je l'ai dit, depuis 1948, si on ne regarde pas, si on ne recontextualise pas un petit peu les choses en ayant à l'esprit la photographie, j'ai envie de dire, de cette époque complexe et compliquée à comprendre pour nos yeux et nos esprits d'aujourd'hui. Oui, parce que de manière générale, l'histoire, elle se comprend dans un temps long. En l'occurrence, l'histoire de la question palestinienne, elle ne peut se comprendre que si on l'inscrit dans un contexte historique plus global, un contexte historique régional, mais aussi international. Replacer la Palestine sur l'échiquier des relations internationales dans ce long 19e siècle, et plus précisément ce soir, ça sera plutôt du milieu du 19e siècle jusqu'à la Palestine mandataire, c'est essentiel parce que en fait, donc moi je ne suis pas spécialiste du Proche-Orient et par contre j'ai beaucoup travaillé sur les questions de la colonisation dans le cadre de l'Empire colonial français. Et ce qu'on remarque, c'est que la question palestinienne suscite des émotions, suscite des réactions, suscite un intérêt qu'aucun autre conflit ne suscite. Et c'est ce que Alain Grèche, le journaliste du Monde diplomatique, précise bien, c'est-à-dire que au fond, pourquoi la Palestine suscite autant de réactions, c'est peut-être aussi parce que le nœud gordien de tout ça, c'est le colonialisme. Oui. Et donc on peut pas comprendre la question palestinienne, on peut pas comprendre le conflit israélo-palestinien si on revient pas à la genèse de cette histoire. Justement, puisque vous en parlez, et avant d'entrer dans le détail, on va évidemment en parler dans quelques minutes, mais d'abord, comment est-ce que vous situez finalement Linda Amiri en tant qu'universitaire et historienne sur votre rôle, j'ai envie de dire, on le sait bien et vous avez commencé à le dire, le débat public sur le conflit, il est d'une sensibilité incroyable et à raison quelque part vu ce qui se passe, c'est quelque part bien normal. Le rôle de l'historien, de l'historienne, d'après vous, ça doit être quoi? Qu'est-ce que vous pensez devoir et pouvoir amener finalement? Alors on est dans une discipline qui suscite un intérêt général pour le grand public. On le voit à travers toutes les émissions en grand public qui sont d'ailleurs tout sauf enfin, si je regarde par exemple les émissions de Stéphane Bern, c'est pas une émission d'histoire, mais ça suscite un intérêt. Et c'est vrai que moi personnellement, je travaille beaucoup plus facilement dans le silence, dans les silences des salles d'archives, dans les salles d'amphi, mais quand même en tant qu'historienne, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des chaînes continues, on a un rôle social qui est de répondre en fait à une demande de mieux comprendre. Mais l'historien n'est pas là pour juger le passé, il n'est pas là pour donner son opinion personnelle, il est là pour recontextualiser, pour expliquer, pour permettre de comprendre les faits, les enchaînements et nos sociétés et en l'occurrence les relations internationales telles qu'on les vit aujourd'hui. Voilà, je le précise quand même à nos auditeurs, on ne parlera pas de la situation actuelle, de ce qui se passe depuis 2 mois et plus généralement depuis ces dernières années. C'est pas du tout le sujet ni de cette interview d'aujourd'hui, ni de la conférence que vous allez donner ce soir. Mais malgré tout, quand vous regardez tout ce qui est dit, tout ce qui est raconté sur le conflit et l'aspect historique finalement de ce conflit, est-ce que vous remarquez qu'il y a non seulement beaucoup d'incompréhension, mais peut-être aussi des falsifications sur tout ce qui s'est passé? En fait, ce que ne disent pas les médias à l'heure actuelle, c'est que ce que ne recontextualisent pas les médias, à part certains, notamment sur France Culture, France Inter, il y a eu beaucoup d'émissions de recontextualisation. Oui, il y a une très belle série de France Inter d'ailleurs qui est sortie en 6 épisodes, qui retrace 3 épisodes sur l'aspect israélien et 3 autres sur l'aspect palestinien, qui est très bien fait. Très bien fait. Et en fait, c'est qu'en fait, on parle pas du problème central qui est le colonialisme en fait. Et donc en fait et on revient pas aussi sur la genèse du sionisme et ça on peut pas comprendre, y compris les soutiens par exemple d'une certaine
classe, par exemple aux États-Unis, le soutien de certains milieux protestants au sionisme, on peut pas le comprendre si on revient pas sur la genèse du sionisme et le sionisme chrétien. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre les faits dans un contexte plus large, qui est celui, encore une fois, du 19e siècle et de l'effritement de l'Empire ottoman. Alors justement, les faits, le 19e siècle, dans la conférence que vous allez donner cet après-midi, où est-ce que vous allez commencer votre propos? S'il fallait donner un début, même s'il n'y a jamais vraiment de début originel à n'importe quel conflit, à partir de quelle période vous allez commencer à présenter les choses? Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est donc la Palestine à l'époque ottomane, au 19e siècle. Alors pourquoi? Parce que le 19e siècle, donc on le sait, c'est aussi la période du déclin de cet empire, et puis c'est aussi un moment où la région qu'on appelle le Mashrek est une région qui va être essentielle pour l'Empire ottoman, parce que grignotée du côté de l'Afrique du Nord, en Europe, etc., cette région-là va devenir essentielle pour la survie de l'Empire ottoman. Pourquoi essentielle? Parce que c'est déjà à la fois une région qui a une dimension économique importante, avec un accès à l'Asie, etc. Oui. Et puis c'est aussi une région essentielle parce que on est à l'âge des empires, à l'âge où il y a des rivalités coloniales, où l'Empire ottoman s'inscrit dans un vaste mouvement de réforme qu'on appelle les Tanzimat, avec cette volonté de moderniser l'État, moderniser l'Empire, pour essayer de redevenir cet empire fort. Et donc en fait, après 1841, lorsque l'Empire ottoman vraiment reprend la main sur cette région et sur la Palestine, on va avoir un ensemble de mutations économiques. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure vous parlez de manipulation idéologique, c'est que ce qu'est la Palestine, de quoi la Palestine était le nom avant 1948, elle fait l'objet aussi de divergences, de distorsions de l'histoire, parce qu'au fond, est-ce qu'il y avait une société palestinienne avant 48? Moi, je me souviens quand j'étais étudiante d'avoir assisté à une conférence surréaliste où on avait un représentant qui épousait clairement les thèses sionistes, qui disait que avant il n'y avait que des bédouins, et donc et un autre qui épousait les thèses pro-palestiniennes, qui au contraire nous dressait un portrait d'une société très structurée et au final de la préexistence d'un État palestinien. Oui. C'est ni l'un, c'est ni l'autre. C'est dans un entre-deux. C'est dans un contexte d'un empire qui organise cet espace-là selon des divisions administratives, mais néanmoins le sentiment d'appartenance au peuple palestinien, la présence d'une élite, d'une organisation, d'une société, elle existe. Et ce qui est intéressant en revenant sur le long 19e siècle, c'est que le premier sentiment proto-nationaliste palestinien, on le retrouve avant 1941, lorsque, au début des années 30, la Palestine, elle est conquise par l'Égypte. En fait, il y a une présence égyptienne. Et face à cette présence égyptienne, on va avoir une révolte des Palestiniens. Et pour certains historiens, notamment anglophones, c'est déjà l'expression d'un proto-nationalisme. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, parce que vous avez parlé d'Empire ottoman, c'est que depuis le début du XVIe siècle, je crois, la Palestine était une région attachée à l'Empire ottoman, et elle va le rester jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait. C'est ça. À quoi elle ressemble, du coup, cette Palestine de l'époque? Parce que c'est vrai, vous avez raison, le discours un petit peu de dire que la Palestine était un désert où il n'y avait quasiment personne avant tous les événements du XXe siècle, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le discours actuel. Voilà, à quoi elle ressemble cette Palestine finalement? C'est combien de personnes? C'est quel genre de société? On parle quelle langue? Et surtout politiquement, on se pense comment, Linda Amiri? Alors c'est une question complexe que vous me posez. Alors c'est vrai que avant, jusqu'au début du XVIe siècle, c'est le sultanat des Mamelouks qui domine la région, et ensuite effectivement l'Empire ottoman conquiert cette région pendant 4 siècles. Et pendant 4 siècles, on va avoir une domination ottomane. Alors c'est bien évidemment 4 siècles qui vont différer avec toute une évolution, etc., qui sont à l'image de l'Empire ottoman. Mais globalement, cette présence ottomane va permettre d'avoir une stabilité géopolitique dans l'ensemble de la région. Il y a 2 moments où c'est vraiment ébranlé, c'est 1799 avec l'arrivée des troupes napoléoniennes et le siège de Jaffa, et puis c'est donc cette tentative de Mehmet du vice-roi égyptien vers 1830 de conquérir la Palestine, parce qu'il est en conflit avec l'Empire turc. Alors, c'est une région qui est essentiellement rurale. C'est une région dans laquelle, en fait, qui a toujours été multiculturelle.
C'est une région où on parle différentes langues et c'est une région qui est administrée au même j'allais dire un peu partout dans l'Empire ottoman, avec des représentants de l'Empire ottoman, une fiscalité, etc. Mais il n'y a pas de Palestine en tant que telle, en fait. Il y a plusieurs divisions administratives. Mais du coup, depuis quand on parle de Palestine et de Palestiniens, Linda Amiri, les tout premiers sentiments nationaux arabo-palestiniens, ça remonte à quand? L'identité, je sais pas comment il faut dire, mais en tout cas le fait de se considérer palestinien, comment est-ce que ça se crée en quelque sorte? Alors le terme palestinien, c'est un terme ancien, utilisé déjà par les Romains. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la Palestine, le terme ne renvoie pas à une conception religieuse ou idéologique, c'est plutôt un espace géographique. Les historiens qui ont travaillé sur la Palestine ottomane, donc ils voient plusieurs temps de ce proto-nationalisme. Déjà, je vous l'ai dit, vers 1839 avec cette première révolte. Et puis en fait, on dit aussi beaucoup que l'élite palestinienne a été un peu passive par rapport au projet sioniste et par rapport à la Palestine mandataire. Mais simplement pour eux, il n'y avait pas de quoi lutter puisqu'ils étaient majoritaires sur cet espace-là et que pour eux, le sentiment d'appartenance, encore une fois, à cette société palestinienne, il est fort et il est au-dessus des confessions. C'est-à-dire qu'autant un Palestinien d'origine grecque orthodoxe pouvait se reconnaître dans un discours d'appartenance au peuple palestinien. Et en fait, c'est véritablement avec la Palestine mandataire, avec l'installation du foyer juif en Palestine, que va vraiment avoir une sorte d'organisation, même de radicalité de ce sentiment nationaliste, avec un premier point d'orgue qui est la révolte de 36 en fait, qui va faire plus de 300 morts. Et donc en fait, on a finalement, quand on regarde un peu l'histoire de ce nationalisme palestinien, il est à l'image de ce qui se joue dans le monde arabe, avec encore une fois, je parlais tout à l'heure des réformes ottomanes, mais il faut aussi avoir en tête toute la Nada. Cette réforme c'est quoi la Nada d'ailleurs? C'est un courant en fait de pensée qui traverse tout le monde arabe autour d'une réflexion de vouloir revenir sur les origines sur les racines de la langue arabe, avoir un courant idéologique de modernisation aussi, de réflexion. Et donc tout à l'heure vous parlez de sentiments arabo, etc. L'Empire ottoman, ce qui permettait aussi de tenir les choses, c'est qu'on avait plutôt le sentiment d'appartenance à un empire et pas forcément à une langue, à une religion, etc. La Nada, c'est l'affirmation en fait, une culture, d'un nationalisme aussi arabe. Vous avez parlé il y a quelques minutes, Linda Amiri, de Napoléon, l'arrivée de Napoléon. J'aimerais savoir l'influence européenne à cette époque-là, avant même l'arrivée des Britanniques. En 1917, comment est-ce que l'Europe regarde cette région-là, notamment par rapport du coup à l'Empire ottoman? Alors il y a l'expédition de Napoléon en Égypte et qui va pousser jusqu'à la Palestine en fait, avec une tentative de conquête de la Palestine qui va se terminer avec un événement dramatique, qui est le siège de Jaffa de 1799, ce même siège qui se termine par un épisode de peste. Et donc en fait, Napoléon va se retirer de la Palestine, l'Empire ottoman va reprendre la main là-dessus. La région est vue encore une fois comme une zone d'influence à l'heure où l'homme malade de l'Europe attire les convoitises, et notamment les convoitises en termes de territoire. Et donc les Britanniques... L'homme malade de l'Europe, c'est l'Empire ottoman. Voilà, il faut quand même le préciser. Oui. Et les Britanniques vont beaucoup s'intéresser à cette région-là, parce que déjà ils regardent du côté de l'Égypte, et parce qu'ils ne souhaitent pas en fait que la France il développe son influence et voire il revendique des prétentions. Et d'ailleurs, lorsque il y a eu la première guerre égypto-ottomane, aux alentours de 1830, l'Empire ottoman va bénéficier du soutien des Britanniques. La France va soutenir plutôt l'Égypte, et les Britanniques vont soutenir les Ottomans, pas parce que ils sont des grands alliés de l'Empire ottoman, mais parce qu'ils ne souhaitent pas, encore une fois, que à défaut de pouvoir y poser leur ancrage, autant avoir un empire qui maîtrise, un empire qui est étranger plutôt que la concurrente
française. Et donc, Première Guerre mondiale, défaite de l'Empire ottoman, nouvel acteur qui arrive et en tout cas qui s'installe, c'est l'Empire britannique. Pourquoi eux? Pourquoi les Britanniques, Linda Amiri? Et surtout, qu'est-ce que leur arrivée finalement va changer dans toute la région? Alors, l'après-Première Guerre mondiale, sur l'échiquier des relations internationales, est essentielle. D'abord parce qu'on a la naissance de la Société des Nations. Donc l'ancêtre de l'ONU, voilà. La SDN. Et puis parce qu'on a aussi l'émergence des 14 points de Wilson, avec l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, dans ce contexte international, l'Empire ottoman qui avait soutenu, qui était l'allié des Allemands, va perdre ses possessions et va disparaître au profit de ce qui sera la Turquie moderne. Et donc, les possessions ottomanes vont être partagées. Les Britanniques vont obtenir un mandat, d'abord un mandat provisoire en 1920, puis un mandat définitif en 1923. Confié par la SDN, avec notamment pour mission de permettre la création d'un foyer juif en Palestine. Mais bon, il y a eu un ensemble de stratégies aussi diplomatiques dans lesquelles les Arabes se sont sentis aussi floués. Parce que, au contraire, ils y voyaient plutôt au départ la possibilité d'une émancipation en fait. Et donc, le mandat britannique en Palestine va contribuer à renforcer le projet sioniste d'installation d'un foyer juif en Palestine, et puis va renforcer aussi les oppositions, les divisions et les tensions religieuses dans cette région-là, alors que les 4 siècles de l'Empire ottoman avaient réussi plus ou moins à pacifier la région. Et le mandat britannique, si je veux une date à retenir, c'est 36. C'est la grande révolte et c'est l'affrontement entre partisans sionistes et oui, la grande révolte nationale arabe de 1936-1939. Il se passe quoi exactement à cette époque-là? C'est un grand moment de tension qui va s'accompagner de massacres, d'une certaine manière aussi de pogroms. Dans les chiffres que j'ai pu lire, on compte à peu près plus de 300 morts en 36, si je me trompe pas. C'est simplement le résultat de cette idée de vouloir créer une entité extérieure en fait dans un territoire. C'est-à-dire que pour les Palestiniens, il n'y avait pas de problème que des Juifs s'installent en Palestine, mais pas qu'ils créent une entité à part. Sur ce territoire-là, et c'est à ce moment-là où effectivement les Palestiniens se rendent compte de la portée en fait de ce projet-là et s'y opposent en fait. Et alors, comment dire, autre élément de complexité, là, dès le 19e siècle, il y a l'arrivée de ce qu'on appelle le panarabisme, donc un mouvement qui prônait une unification de tous les peuples arabes, et les premiers projets d'instauration d'un État palestinien, ils sont d'abord rejetés, c'est bien ça, par une partie des Arabes de Palestine eux-mêmes, parce qu'ils se considéraient avant tout comme partie intégrante d'un grand ensemble arabe. En fait, vous êtes dans une région où effectivement, c'est une région qui a toujours vécu des vagues d'immigration, de domination. Mais c'est une région, encore une fois, où les différentes confessions ont vécu pendant plusieurs siècles et sans qu'il y ait de projet de frontières tels qu'on les connaît, sans qu'il y ait l'idée d'une partition du territoire. Oui. Et donc du coup, encore une fois, et on le voit dans les échanges aussi que Théodore Herzl peut avoir avec, par exemple, l'équivalent du maire de Jérusalem, etc., c'est qu'il n'y a pas d'opposition au départ à la venue d'une communauté juive, puisque de toute façon, elle préexistait. Il y avait mais l'idée de construire finalement une nation au milieu d'une région, ça les Palestiniens s'y sont opposés, et la question de l'appartenance au panarabisme, elle fait aussi débat en fait. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'être palestinien? Au même titre qu'au même moment, pour ce qui me concerne, les Algériens vont se demander qu'est-ce que c'est qu'être algérien? Est-ce que c'est être musulman? Ou est-ce que c'est avoir le sentiment d'appartenance à une terre? Est-ce que c'est seulement parler une langue? Ou est-ce que c'est encore une fois partager une histoire pluriséculaire, etc. Et ces débats-là, les Palestiniens vont aussi les vivre. Et du coup, en fait, mine de rien, l'import de concepts occidentaux sur la nation, les frontières, l'État vont conduire et amener en fait au problème qu'on connaît aujourd'hui, en quelque sorte. Oui, et surtout vouloir encore une fois imposer un projet
sans concertation, sans consultation. Et puis à un moment où, encore une fois, en fait, j'étais un peu rapide tout à l'heure, mais c'est vrai que au moment où il y a la Palestine mandataire, il y a aussi, les Palestiniens profitent aussi de cet effritement de l'Empire ottoman pour pouvoir essayer de s'émanciper, en fait. N'oubliez pas qu'on est dans un contexte international où les propositions de Wilson, elles interpellent tous les colonisés. Et donc, en fait, cette idée de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les Palestiniens, ils souhaiteraient aussi s'en approprier. Donc, effectivement, c'est une période complexe, mais le nœud gordien, ce qui a fait que la situation a dérivé, c'est la Palestine mandataire, c'est-à-dire cette idée de partition d'un petit territoire, hein. On n'est pas sur les États-Unis, on est sur un petit territoire, de partition de ce territoire sans prendre en compte en fait les réalités du terrain. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs en 1917 avec ce qu'on appelle la déclaration de Balfour? Alors en 1917, avec la déclaration de Balfour, c'est la reconnaissance en fait de cette idée de foyer juif en fait, et d'idée que finalement le projet sioniste de création d'un État en Palestine peut se concrétiser. Mais si on reprend par exemple ce projet sioniste, c'est revenir aussi sur cette doctrine de la terre promise. L'idée que on va valider, on va justifier la création d'un État d'Israël au nom d'un retour sur la terre des ancêtres et non pas sur une terre palestinienne. Et donc on va légitimer en fait ce projet au nom de droits bibliques. Et en fait, cette théorie de la terre promise, elle ne voit l'histoire de la Palestine qu'à travers 3 temps. La période biblique, la période de l'Antiquité, des Hébreux, d'Abraham, de Moïse, etc. Le deuxième temps, ça serait la Palestine mandataire. Et le troisième temps, la création d'Israël de 48 à nos jours. Mais entre des pans entiers de l'histoire, des siècles entiers de l'histoire sont niés en fait. Et cela revient à dire qu'en fait, toute cette histoire, si on est sur une période un peu plus récente, les 4 siècles qui sont avant donc cette Palestine mandataire, elles sont liées et donc en fait la Palestine, la présence des différents peuples de Palestine sont mis de côté au profit de la création de cet État en fait. On s'arrêtera là, malheureusement, Linda Amiri. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Pour celles et ceux que le sujet intéresse, je rappelle donc qu'il y aura cette conférence organisée aujourd'hui. À partir de quelle heure déjà ? C'est 18h30 au siège de l'UTG. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.